Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Pour cette première émission d'avril, j'ai autour de moi 3 journalistes de Médias Ténois par ordre d'apparition: Cristiano Pereira, Élodie Roy et Nelly Guidici. Salut vous 3. Allô, allô. Salut. Salut. Au programme de notre épisode d'Info Hebdo, on va parler francophonie et politique, hommage à Yvonne Carine ou encore scène artistique locale en plein bouleversement, peut-être. On va aussi parler du festival Folk on the Rock et on va terminer par parler de séisme. On commence avec toi, Cristiano. Fin mars, les organismes francophones ont rencontré des élus ténois lors d'une après-midi au chalet du club de ski à Yellowknife. Que voulait-il faire passer comme message ? Alors, le message principal, je crois que c'était vraiment de mieux faire connaître la francophonie ténoise aux élus, dans ce cas-là, quelques députés et un conseiller municipal. Selon la Fédération franco-ténoise, voilà, il y a pas mal d'élus qui connaissent encore mal la réalité de la communauté franco-ténoise. Quels sont les projets, quel est son rôle ici dans le territoire. Et donc le but n'était pas de faire des revendications précises, mais plutôt de sensibiliser, de montrer que la francophonie est ici, que la francophonie est active et qu'elle contribue à la vie économique, sociale et culturelle. Voilà. Et en gros, c'est ça, c'est pour faire ce genre de mieux faire connaître la francophonie. Et alors pourquoi cette démarche maintenant ? Oui, alors ça, on peut dire qu'elle arrive dans un contexte très particulier. Les organismes ici, ils anticipent une croissance de la population francophone dans les prochaines années, notamment à cause de l'augmentation prévue de l'immigration francophone. Et à tout ça s'ajoutent les grands projets d'infrastructures annoncés pour le Nord, annoncés il y a 2 semaines. Oui, dont on a parlé ici, ouais. Donc, y compris du côté militaire, où une part importante des effectifs qui viennent maintenant sont des francophones. Ouais, une augmentation de la population francophone. Exactement. Donc, pour la Fédération franco-ténoise, on peut dire que c'est un moment charnière. Il y aura plus de francophones, mais ce qui est important, c'est qu'il faut être prêt à les accueillir, sinon ces personnes ne resteront pas longtemps ici dans le territoire. Et alors, quels sont les principaux enjeux identifiés ? Oui, on peut dire que les enjeux sont très concrets. D'abord, les services en français, en particulier les écoles et les garderies, qui sont déjà sur pression, avec les établissements parfois au-delà de leur capacité. Et sans accès à ces services, ça devient difficile pour une famille francophone de s'installer durablement ici, à Yellowknife, ici dans le Nord. Mais au-delà de ça, les organismes parlent aussi de vie communautaire, de culture, d'espace pour se rassembler. Donc l'idée, c'est que le français ne doit exister seulement à l'école, mais aussi dans la vie quotidienne, sinon le risque d'assimilation est très rapide. Mais on peut imaginer que le centre communautaire peut-être est revenu sur le tapis. Exactement, il est revenu sur le tapis, on va voir quelles sont les prochaines démarches, comment ça va évoluer ce dossier qui est déjà un long dossier. Autre moment pour la francophonie, un rendez-vous en bonne et due forme a eu lieu ce 1er avril à l'école Alain Saint-Cyr pour rendre une nouvelle fois hommage à Yvonne Carine qui est partie à la retraite l'année passée après 35 ans de bons et loyaux services à l'éducation ténoise. Alors pourquoi cette cérémonie était importante ? Oui, alors c'est parce que c'est une cérémonie qui ne soulignait
pas seulement un départ à la retraite. Je pense qu'on peut dire ça. Donc, c'était hier, à travers les discours, les interventions, on a vu à quel point Yvonne Carine a marqué l'histoire de l'éducation francophone au Tiénon. Donc, plusieurs personnes l'ont présentée comme une femme de conviction très combative qui a porté des revendications importantes pendant des années ici. Et alors, qu'est-ce que les gens ont surtout retenu de son parcours ? Oui, ce que plusieurs ont retenu, je pense, c'est d'abord son côté extrêmement tenace. On a entendu le portrait d'une femme qui ne laissait pas passer grand chose quand il était question des droits des francophones. Simon Cloutier, par exemple, il a raconté qu'au moment d'une journée, au moment de regarder les plans d'un grandissement de l'école, dans Saint-Cyr, elle avait tout de suite refusé certaines choses qu'elle jugeait inacceptables, comme un gymnase qui est trop petit pour une école allant jusqu'au 12e année. Elle insistait sur ce qu'on appelle la équivalence réelle en éducation. En gros, pas question que les francophones se contentent d'une version au rabais, on peut dire ça. Et voilà, à travers des épisodes, des anecdotes, on a compris aussi qu'elle n'était pas exactement du genre à entrer dans une pièce en murmurant « Excusez-moi de vous déranger ». Oui, donc plusieurs ont rappelé qu'elle a été présente depuis le début de l'éducation francophone à Yellowknife et qu'elle a porté ses combats pendant des années, y compris dans des moments de tension et même devant les tribunaux. Et alors, qu'est-ce que Yvonne Carine a dit ? Parce qu'elle a pris la parole, on imagine bien. Oui, elle a pris la parole, elle est très, très émue, mais en même temps avec beaucoup d'humilité, on peut dire. Elle a raconté comment elle est arrivée ici à Yellowknife en 89. Presque par un concours de circonstances. Hein. Comme beaucoup de gens ici, finalement. Oui, avant de s'impliquer de plus en plus dans l'enseignement, la gestion et la revendication des droits. Mais elle a aussi insisté sur le fait que ces luttes ne se mènent pas jamais seules, en disant qu'elle a dit que ce n'est pas une personne qui mène une bataille, c'est une série de personnes qui le mènent. Passons maintenant à un peu de culture sans transition et une perspective qui pourrait changer la scène artistique locale de la capitale. Un groupe d'artistes propose de réhabiliter l'ancienne piscine. Alors de quoi est faite concrètement leur proposition pour donc la piscine Ruth Inch Memorial à Yellowknife ? Oui. Donc on parle le bâtiment de l'ancienne piscine qui est fermé depuis un an, depuis que l'autre piscine est ouverte, la nouvelle. C'est à côté du nouveau centre aquatique aussi, oui. Et pour l'instant, il n'y a pas un projet finalisé. C'est juste une idée qui est en discussion portée par un groupe d'artistes d'ici de Yellowknife. Et voilà, c'est une réflexion maintenant dans le contexte actuel où la ville de Yellowknife revoit aussi l'usage de plusieurs bâtiments publics. Donc, ils ont écrit un document de 7-8 pages et pendant les pistes explorées, il y a celle de transformer l'ancien bâtiment de la piscine dans un espace dédié aux arts de la scène. Ils ont publié cette option comme un peu un point de départ avec l'idée d'intégrer dans l'espace des salles de répétition pour des musiciens, pour les gamins qui commencent maintenant à faire des groupes de musique. Des salles, des espaces de création, voilà, pour d'autres artistes, d'autres formes d'expression artistique. Mais ils insistent sur le fait qu'ils restent toujours ouverts à d'autres solutions et que, voilà, l'objectif principal est surtout de faire
de faire une discussion pour essayer de trouver une place aux arts dans les décisions à venir de la ville. Et alors pourquoi ce projet est jugé nécessaire par les artistes ? Oui, alors selon quelques membres du groupe de discussion des musiciens, il existe maintenant à Yellowknife un manque d'espace, un manque d'infrastructure pour les arts de la scène. Surtout, si on ne parle pas de spectacle, mais de répétition, de création d'art. Donc, le document, il mentionne que cette situation, c'est une situation dure depuis plus de 15 ans et qu'elle freine un peu le développement de la scène musicale locale d'ici de Yellowknife. Parce que les artistes doivent souvent s'adapter à des lieux qui ne sont pas conçus pour ça, s'ils cherchent un endroit pour répéter. Voilà. Ou alors ils sont obligés de se tourner vers les bars, les circuits des bars. Mais ça peut être un problème parce que ça exclut quelques publics. Ça exclut notamment les jeunes de moins de 19 ans, par exemple. Donc, les artistes expliquent que ce sont des besoins très simples, comme un accès à des salles chauffées, c'est pas quelque chose de très complexe. Donc, pour eux, il s'agit moins le besoin de construire une grande salle, mais surtout de répondre à des besoins de base pour soutenir la création artistique ici à Yellowknife. Et alors, où en est ce projet qui est d'ailleurs, je tiens à préciser, en lien de l'article que tu publies cette semaine dans l'Aquilon et que donc ce sera disponible sur notre site mediatenois.ca. Donc, où en est ce projet et quelles sont les prochaines étapes ? Oui, alors c'est important de dire que ça c'est tout encore à un stade très préliminaire. Le groupe a rendu public une première ébauche dans un document de 8 pages, un PDF qui est disponible online. Vous pouvez voir le lien sur l'article qu'on va publier maintenant. Et en gros, les artistes, ils invitent la communauté à s'impliquer, à partager des idées, à poser des questions, à contribuer à la réflexion de tout ça. Non? Donc le but c'est de construire quelque chose de collectif, mais il faut aussi en même temps garder un équilibre entre réalisme et ambition. Et voilà, et c'est ça, ils cherchent à s'inscrire dans la démarche de la ville, notamment dans la révision de plusieurs installations publiques. Et la suite dépendra donc en grande partie des décisions municipales, mais aussi de la capacité du groupe à mobiliser la communauté artistique et à faire avancer ou non le projet. Et puis là, depuis le 31 mars, il n'y a plus de cinéma aussi, donc il y a une autre salle. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que les artistes se bougent, se discutent. Mais il y a des lieux, en tout cas. Oui, il y a des lieux. Il y a des lieux disponibles. À voir ce qui va se passer ensuite. Merci, Cristiano. Merci. Et on peut dire que les artistes locaux auront décidément bien besoin de lieux pour répéter, notamment en vue du traditionnel festival Folk on the Rock. Elodie, la deuxième vague d'artistes qui se produiront en juillet prochain, a été annoncée. Alors, quels sont certains des nouveaux noms ajoutés à la programmation et quels styles musicaux représentent-ils ? Oui, alors il y a quelques semaines, on a présenté la première vague des artistes où on a présenté comme les groupes Rascal, Dumb Crush, Djangy Boogang. Je vais pas tous les dire parce que ça fait beaucoup. Je le regrette depuis la dernière fois que j'ai dit tous les noms. Mais la vague 2 rajoute encore des artistes à style très variés comme le duo de The Darcys qui mélange beaucoup de rock, de pump, d'électro. Alors vraiment très ça bouge ce type de musique et d'autres comme le Great Lake Swimmers qui est surtout reconnu pour le folk canadien. Alors il y aura vraiment des styles pour tout le monde cette année.
et d'autres groupes qu'on pourrait connaître, Altered by Mom, June Thrasher ou Daughters of Donbass. Moi, personnellement, je les connais pas ceux-là, mais j'ai hâte d'écouter leur musique. Et comme j'ai dit, je vais pas tous les dire. Bien sûr, il y en a beaucoup que j'ai manqué. Alors, si jamais les gens veulent savoir un petit peu plus quels artistes vont jouer cette année, on peut retrouver ça sur l'article que j'ai écrit cette semaine sur Médiaténois, ou sinon, on peut aussi le retrouver sur le site de Folk on the Rocks. Et la troisième vague sera sortie le 15 mai, qui sera la vague finale. Mmh. Et alors, au-delà de la musique, quelles autres activités ou performances sont prévues pour enrichir cette expérience et l'expérience des festivaliers cette année? Oui, eh bien, comme toutes les années, vraiment, il y aura plein de choses à faire, incluant bien sûr les artistes à écouter. Il y aura les concerts et le festival proposera plusieurs activités pour créer une expérience vraiment complète. Le site accueillera, bien sûr, ma partie préférée, des kiosques de nourriture, bien sûr, pour tous mes gourmands, poutine, taco, whatever. Et bien sûr, des artisans ainsi que des organismes communautaires comme le Bella Dance ou Northern Mosaic, plein de choses qu'on pourra reconnaître. Et des performances artistiques aussi qu'il ne faut pas oublier, comme le spectacle de burlesque Glam on the Rocks, qui est toujours un bon classique, et le projet de danse contemporaine Worn. Et bien sûr, sans oublier, bien sûr, faut le dire, le Yellowknife Dene Drummers, qui est, bien sûr, qui va apporter plus de tradition avec leur chant et leur tambour. Ouais, c'est devenu le rendez-vous traditionnel à Folk on the Rock. C'est chaque année, il faut les avoir. Là. Donc, le 15 mai, tu dis prochaine vague qui sera annoncée, prochaine et dernière. Ce sera la dernière vague, à moins qu'il y ait des changements de dernière minute juste avant le concert, le festival final. Mais ça devrait être la dernière vague le 15 mai. Ouais. OK. Et festival ensuite, 17 au 19 juillet. Ouais. Merci, Élodie. Sans transition, le 6 décembre 2025, un séisme de magnitude 7 secouait le sud-ouest du Yukon. 3 mois après ce tremblement de terre, une étude a été publiée. Nelly, tu t'es penchée sur celle-ci. Qu'est-ce qu'elle révèle ? Oui, alors c'est une étude d'une 20aine de pages qui a été publiée le 2 mars exactement dans un journal scientifique qui s'appelle The Canadian Geotechnical Journal et qui a cartographié le sous-sol de 14 parcelles, 14 zones qui se trouvent dans le sous-sol du village de Ants Junction, qui est dans le sud-ouest du territoire du Yukon et qui est un village... Une communauté qui est relativement proche de l'épicentre de ce séisme. Alors le séisme qui a eu lieu au mois de décembre, l'épicentre était dans le champ glaciaire du massif Kluani, qui est ce gros massif montagneux au pied en fait du village. Et l'étude, en fait, a étudié les propriétés du sous-sol de ces 14 zones du village pour voir s'il y avait du pergélisol ou non, et pour voir aussi la propagation des ondes lors d'une secousse ou lors d'un tremblement de terre, voir comment le sous-sol réagissait ou peut réagir lors d'un tremblement de terre. En fait, ce qui se passe, et c'est ce que l'étude révèle, c'est que lorsqu'il y a du pergélisol la présence de pergélisol dans le sous-sol réagit mieux. En tout cas, il y a moins de secousses comparativement à une parcelle où le sous-sol ne présente pas de pergélisol ou si le pergélisol est plus dégradé. Donc, c'est vraiment ça que cette étude a mis en lumière, en fait, voir comment le sous-sol se présente, s'il y a la présence ou pas de pergélisol et comment il réagirait dans le cadre d'un séisme plus ou moins fort, en tout cas si les secousses seraient violentes ou pas. Et alors, en ce qui concerne l'objectif, quel est l'objectif de cette étude ? L'objectif derrière l'étude de ce sous-sol, c'est vraiment des raisons de sécurité, en fait, de sécurité du public, tout simplement, des habitants, des infrastructures. Donc, comme cette étude révèle que le pergélisol a une influence sur la violence des secousses ressenties,
Ce que les auteurs de l'étude cherchent en fait à mettre en lumière, c'est que le Code national du bâtiment canadien, en fait, qui est révisé très régulièrement, mais ils souhaitent que ce code qui encadre la construction de maisons, de bâtiments communautaires, ils voudraient que ce code mette une mention, en tout cas, s'attarde plus sur cette composante en fait qui est propre au Nord, c'est-à-dire le sous-sol. Alors, si le sous-sol présente du pergélisol ou pas, il faudrait que le code s'adapte et présente de nouvelles règles en fonction de la qualité de ce sous-sol dans les zones où il y a une activité sismique forte. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que cette mention sur la qualité du sous-sol et la présence de pergélisol apparaissent clairement dans la prochaine version du Code national du bâtiment. Afin que la sécurité des habitants du Nord, tout simplement, hein, des territoires, soit pas prise au sérieux parce qu'elle est prise au sérieux, mais soit adaptée à la réalité finalement du Nord qui fait face au réchauffement climatique. Et on sait que le réchauffement climatique engendre une fonte et une dégradation du pergélisol. Et alors pour ce qui est des TNO, est-ce que nous sommes aussi touchés par une activité sismique ? Alors, l'ensemble des territoires du Nord-Ouest est plus ou moins épargné par les séismes, excepté dans la région du Mackenzie, la chaîne de montagne Mackenzie et les communautés dans le delta du Mackenzie, où il y a une petite activité sismique qui a été répertoriée, et y compris une activité sismique dans la mer de Beaufort, au large du village de Tuktoyaktuk. Alors, ces séismes ne sont pas du tout de l'ampleur de celui qui a eu lieu au mois de décembre dans la région du massif Kluane. Ceci dit, il y a quand même une activité tectonique, ce qui fait que l'étude qui a été faite dans la région de N-Junction, dans le sud-ouest du Yukon, elle est importante pour l'ensemble des habitants du Nord parce que la présence de pergélisol, et on sait qu'il y a du pergélisol dans les territoires du Nord-Ouest aussi, influe sur la prise en compte des codes, au niveau national pour la sécurité des gens. Donc, c'est surtout les collectivités d'Inuvik, Tuktoyaktuk, Aklavik, et toute cette région dans le nord-ouest des territoires du nord-ouest qui sont impactés parce que non seulement, puis eux aussi, ils font face au réchauffement climatique avec l'érosion. On sait que le village de Tuktoyaktuk fait face à des problèmes d'érosion de la côte et ils doivent faire face à des défis au niveau de leurs infrastructures et de leurs maisons. Donc, les territoires du Nord-Ouest, finalement, sont aussi touchés par cette activité sismique, même si elle est moins importante. C'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte dans les constructions futures, en fait, pour les collectivités du Nord, à la fois au territoire du Nord-Ouest et aussi dans le territoire du Yukon. Merci Nelly. Et des constructions, on sait qu'il va y en avoir au TNO. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.